Alors, si la technique me suit, normalement, on doit avoir Ronald Cohen, Sir Ronald Cohen, puisqu'il a été anobli, et anobli notamment pour sa contribution à l'impact investing. Est-ce qu'on peut être en liaison avec lui? Je suis ravi de me joindre à vous, même si c'est à distance, pour participer à ce sommet qui est très important. Nous nous trouvons à un moment historique où nos systèmes économiques et politiques, d'ailleurs, sont sous pression en raison de trois tendances extrêmement puissantes. La première, c'est un changement de valeur qui a commencé il y a une quinzaine d'années parmi les populations plus jeunes qui ne voulaient pas acheter les produits de sociétés qui polluent ni travailler pour elles. Et l'influence de ces changements de valeur pour la rentabilité des sociétés est devenue évidente pour les investisseurs. Et nous avons donc vu l'essor de l'investissement ESG, Environmental, Social and Governance Investment, qui est arrivé maintenant à des niveaux au-delà de 40 trillions de dollars. Au moment où je présidais la G8 Social Impact Investment Task Force en 2013-2014, le chiffre était 13 trillions de dollars, donc une énorme croissance. En même temps, nous avons vu la mesure de l'impact prendre sa position dans notre système. Nous avons aujourd'hui 2,4 trillions de dollars que je qualifierais d'investissement impact, c'est-à-dire où il y a l'intention d'investissement ESG, mais il y a aussi la mesure de l'impact. Au cours des 3 dernières années seulement, nous avons vu l'essor des investissements, ce qu'on appelle les Sustainability Linked Bonds and Loans, où le taux d'intérêt que paye une société qui emprunte sur les marchés des obligations ou à travers des banques, le coût baisse selon sa capacité à atteindre des objectifs environnementaux et sociaux. Donc, un énorme changement qui influe de manière très conséquente sur nos marchés financiers. La deuxième tendance est la tendance technologique. Si la découverte, l'invention de la microchip il y a une cinquantaine d'années a apporté une révolution technologique, nous sommes au seuil d'une deuxième phase de cette révolution qui sera aussi percutante que la première, qui passera par la artificial intelligence, machine learning, augmented reality, excusez mon franglais, et nous voyons déjà la confluence des pensées impact qui viennent à travers les changements de valeur que nous avons vus et la technologie dans le cas de sociétés comme Tesla. Et c'est l'avenir. Les sociétés qui savent optimiser le risque, le rendement et l'impact seront plus rentables, auront un plus grand taux de croissance et attireront des talents de manière beaucoup plus efficace que les sociétés qui continuent à polluer et à créer des problèmes d'emploi. La troisième tendance, c'est le sujet de ce sommet. C'est la transparence sur les impacts. Les développements technologiques nous permettent aujourd'hui de mesurer l'impact et même de le valoriser de manière à intégrer les impacts dans l'analyse financière et la valorisation des sociétés. Les travaux auxquels je participe depuis 3 ans à Harvard Business School, à travers la Impact Weighted Accounts Initiative que je préside, m'ont permis de voir qu'il y a déjà une corrélation entre le niveau de pollution
d'une société dans son secteur et une valorisation boursière inférieure à celle de ses concurrents qui ont une meilleure performance impact. Je voudrais vous montrer deux exemples. Une première diapositive ici vous montrera ce qui ressort des travaux de la IWAI. Nous comparons ici deux sociétés dans le domaine alimentaire, General Mills, qui produit des céréales, comme vous le savez probablement, et Hershey, qui produit du chocolat. Vous pouvez voir leurs bénéfices, 3 milliards de dollars dans le cas de General Mills, 2 dans le cas de Hershey. Vous voyez l'impact environnemental, moins 300 millions de dollars pour l'un et 104 millions pour l'autre. Et nous voyons aussi l'impact du produit sur la santé en particulier, où dans le cas de General Mills, c'est un impact positif de 2 milliards et demi de dollars, et dans le cas de Hershey, la même somme, mais négative. Et nous voyons donc l'impact net des deux sociétés et le pourcentage que représente cet impact par rapport aux bénéfices. C'est comme ça que nous analyserons les sociétés d'ici 3 ans, à mon avis. 3 ans, pas plus que 3 ans, et je vous expliquerai pourquoi. Une deuxième diapositive, si je peux vous la montrer, prouve que nous pouvons mesurer aussi l'impact humain à travers l'emploi. Ici, je voudrais comparer Amazon et Apple. Vous voyez que si vous prenez la diversité ethnique et de genre dans ces deux sociétés, si vous allouez aux personnes qui font la différence entre la population autour des installations, des usines, des bureaux, des entrepôts de ces deux sociétés avec la représentation ethnique et de genre à l'intérieur, vous voyez que le diversity debit de Amazon est moins 7 milliards, celui de Apple est moins 3 milliards, et vous voyez qu'en termes de pourcentage du total wage bill, de la totalité des salaires, c'est Amazon qui ressort en meilleure position avec moins 17%, tandis que Apple a moins 24%. J'espère donc que je vous montre ainsi quel est le potentiel de la comptabilité impact vers laquelle nous avançons. Le rapport de la G7 Impact Task Force, qui est paru en décembre 2021, dit très clairement, et vous devriez tous le lire, nous avons besoin d'apporter la transparence fiscale si nous voulons aujourd'hui faire face aux grands problèmes environnementaux et sociaux qui nous challengent. Nous sommes donc en position maintenant de mesurer ces impacts et de donner au gouvernement la possibilité d'apporter des incitations et à travers de nouveaux impôts comme la carbon tax ou le sugar tax, de commencer à inciter les sociétés, ça pourrait être aussi des tax credits, à faire ce qu'elles doivent faire pour nous aider à faire face à nos challenges. Ce ne sont pas les gouvernements qui créent la pollution ou même les inégalités, en grande partie, ce sont les sociétés. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dis que d'ici 3 ans, nous allons pouvoir intégrer tous ces chiffres dans l'appréciation de la performance d'une société? Parce que nous avons l'Europe qui pousse vers la transparence sur les investisseurs et leurs investissements. Nous avons l'ISSB qui standardise maintenant la mesure des impacts environnementaux et sociaux au niveau quantitatif. Nous avons la SEC qui, dès le mois d'avril, va imposer la transparence sur une grande partie des impacts environnementaux
des sociétés aux États-Unis. Et nous avons l'IFVI, que je préside aussi, le International Foundation for Valuing Impact, qui met en place des standards qui complètent les travaux de la ISSB pour que nous puissions donner une valeur financière aux impacts. La transparence, la technologie et le changement de valeur ont déjà commencé à transformer notre système et c'est le moment pour les gouvernements maintenant d'appuyer l'avance de la transparence. Il faut que nos gouvernements apportent cette transparence pour faciliter les travaux des sociétés et des investisseurs en nous donnant des bases comptables communes pour mesurer l'impact comme nous mesurons les bénéfices. Merci et bon courage. Peut-être Fanny Picard, honneur aux dames, fondatrice d'Alter Equity. Comment tu es venue, puisque tu es une des pionnières, comment tu es venue à l'Impact Investing? Je pense pouvoir le dire lors de nos échanges, tu étais un peu une sorcière au début. C'est-à-dire que les gens disaient, mais c'est pas possible. Soit on fait du profit, soit on fait du bien, mais on ne peut pas faire les deux. Donc tu dois mentir ou tu dois voilà. Ça a été dur au début? Oui, je crois que j'ai fait, vous m'entendez? Une mue aujourd'hui, j'espère, plus regardée comme une fée que comme une sorcière. Mais effectivement, je confirme. Mais effectivement, au départ, j'ai marché avec progressivement mon équipe sur un chemin de crête, sur une espèce de troisième voie dont personne ne voulait, avec finalement 3 convictions. La première, c'est que l'entreprise produit des effets considérables sur ses salariés, l'environnement, ses consommateurs, ses fournisseurs, ses territoires d'implantation, l'État, ses parties prenantes. Et cette entreprise est plus ou moins responsable vis-à-vis de ses parties prenantes. Petit 1. Petit 2, que la finance, en dirigeant ses flux vers des entreprises plus responsables, progressivement, peut changer le monde. Et d'ailleurs, doit changer le monde. Et qu'enfin, et néanmoins, il restait une chose à démontrer, c'est qu'il est possible d'être à la fois rentable et responsable, parce que tous les investisseurs qu'on a rencontrés à l'époque pour lever notre premier fonds nous disaient l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'était pas imaginable de combiner les deux, que la responsabilité relevait de l'aspect privé, ou alors que nous ne générerions qu'un résultat minime qui ne pouvait répondre à leurs besoins. Et nous, on a voulu démontrer le contraire en tenant compte de 2 constats qui demeurent d'une actualité tragique, qui sont la souffrance sociale et les dérèglements environnementaux. Et donc, nous avons effectivement défini un modèle qui consistait à investir dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part, qui forment donc des solutions aux grands enjeux sociaux et environnementaux contemporains, la transition climatique, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des ressources non vivantes, les enjeux de qualité de l'eau, de l'air, des sols qui y sont associés, et puis tous les enjeux sociaux d'intégration dans la société, dans l'emploi, de santé, d'éducation, etc. Et donc, ça c'est le petit 1, activité à impact positif. Petit 2, nous nous sommes dit que ces entreprises, au-delà de leur activité, devaient progresser dans leur comportement, dans leur pratique de gestion, de façon continue, vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Et donc nous leur avons demandé, nous avons exigé qu'elles définissent et qu'elles s'engagent dans un plan d'action dédié que nous avons appelé à l'époque Business Plan extra-financier. Le tout en limitant au maximum les externalités négatives pour avoir l'impact positif le plus important possible. Et effectivement, à l'époque, j'ai été la première personne à parler en France, en Europe, d'impact et d'impact positif. Et le tout en recherchant un rendement financier rémunérant le risque de nos souscripteurs pour contribuer à démontrer, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'il est possible d'être à la fois rentable et responsable, et donc pour convaincre les corporate mainstream, pardon pour mes anglicismes, et la finance mainstream de se diriger de façon beaucoup plus importante vers ce type de comportement et d'activité. Ça a été extrêmement difficile, effectivement. On a mis presque 9 ans pour lever notre premier fonds de 40 malheureux millions. C'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup pour vous, 40 millions dans la gestion d'actifs, c'est
très peu. On a investi dans 12 entreprises et puis on a levé un deuxième fonds, presque 3 fois plus gros. Ça, par contre, ça commence à être significatif, de 110 millions d'euros. Nous avons investi dans 12 entreprises avec notre premier fonds, 14 avec le second, avec des résultats qui, aujourd'hui, combinent un impact et une rentabilité financière. Et puis, entre-temps, un certain nombre d'acteurs, dont le groupe SOS et un certain nombre d'autres qui sont peut-être représentés dans la salle aujourd'hui, avaient déjà une activité extrêmement utile dans cette direction. Et donc, ensemble, on a pu contribuer à démontrer ça et à attirer des flux financiers beaucoup plus importants vers cette classe d'actifs. Par exemple, nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Open Airlines, qui a développé un logiciel d'écopilotage des avions qui permet de diminuer la consommation de kérosène de 2 à 5%. Et en fait, c'est tout à fait considérable. Et pendant que nous avons été à son capital, eh bien, l'augmentation de l'impact qui se mesure en tonnes de CO2 évitées a été multipliée par 20. Nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Efficia, qui travaille à l'efficacité énergétique des bâtiments, donc qui fait en sorte que les bâtiments consomment moins d'électricité pour se chauffer et pour climatiser les locaux, notamment. Il y a un certain nombre d'autres services dont l'impact a été, là aussi, multiplié par 10 pendant que nous étions au capital de la société. Enfin, nous y sommes toujours, depuis que nous sommes au capital de la société. Et en parallèle et je peux vous donner un autre exemple d'une société qui s'appelle Wild Code School dans le domaine social, qui forme au métier du numérique, un métier qui est en tension et avec un taux de retour à l'emploi de plus de 80%, presque 90%, et un nombre de personnes formées qui a augmenté de façon tout à fait significative. Fanny, ce qui est intéressant, c'est que si on prend tout ton portefeuille, je crois qu'en moyenne, la promotion du dernier fonds, c'est 80% de croissance du chiffre d'affaires. Oui. 80% de croissance du chiffre d'affaires. Donc ceux qui opposaient purpose et impact d'un côté et performance financière ou économique se sont plantés, disons-le. Et tu as défini l'impact, que la réglementation ne définit pas l'impact, c'est la pratique, les praticiens comme toi. Quels sont les 4 ingrédients qui font que c'est un fonds à impact ou que c'est une entreprise à impact selon toi ? Eh bien, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les entreprises qui retiennent notre intérêt. Activité à impact positif, progrès en termes de comportement, de pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, le tout, c'est-à-dire ces 2 premiers points en évitant les externalités négatives. Et puis, la recherche d'une rentabilité, d'une rémunération de l'actionnaire qui rémunère son risque et qui permettent de démontrer qu'il est possible d'externalités négatives. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire, le tout en limitant les externalités négatives. Ouais. 4 ingrédients. Voilà. Un autre point sur les indicateurs que tu utilises. Oui. Est-ce que tu veux déflorer quelques sujets sur tes indicateurs sociétaux ou tes indicateurs sociaux, puisque tu as Voilà, alors en fait, en apprenant le thème de cette conférence, comme nous y travaillons depuis 1 an avec nos amis et collègues de Carbone 4, eh bien, nous nous sommes dit que c'était peut-être l'occasion de partager avec vous l'information qui est que nous avons co-développé avec Carbone 4 et financé le développement par Carbone 4 d'un nouvel outil de mesure de l'impact environnemental des entreprises qui va au-delà du bilan carbone qui avait déjà été développé par un des fondateurs de Carbone 4. Tu inventes le scope 4. On a inventé, alors c'est-à-dire que oui, on invente le scope environnement au sens large, alors que les scopes jusqu'à maintenant portaient sur le climat, scope 1, 2, 3. Et donc on va, avec cet outil, pouvoir mesurer non seulement les enjeux climat avec les émissions ou les évictions d'émissions de gaz à effet de serre, mais également l'impact sur la biodiversité et l'impact sur les autres ressources, c'est-à-dire les ressources non vivantes, qu'on appelle aussi les ressources abiotiques. À notre connaissance, ça va être le premier outil qui a cette dimension transversale en reposant sur
l'état de la science le plus abouti, à la fois des scientifiques, des experts, des organisations internationales, SBTN, IPBES, encore, etc. Particulièrement utile pour les PME parce que les grandes entreprises peuvent avoir recours à des cabinets de conseil qui vont procéder à ces examens, mais les petites entreprises n'en ont pas les moyens. Et deuxièmement, qu'il s'agisse des petites entreprises ou des grandes, mais en tout cas, a priori, l'outil a surtout été développé pour les petites et moyennes entreprises. Ça va permettre de rendre intelligible justement le vocabulaire qui est utilisé par ces textes d'experts, qui le traduit en questions qui sont faciles à comprendre pour des dirigeants d'entreprise. Alors, elle a tellement d'innovations, de l'association de tous les salariés au capital, j'en passe, et des meilleurs, que je vais... voilà. On avait préparé des slides et pour des raisons techniques mystérieuses, ce n'est pas possible de les passer là, mais ceux qui voudront les slides pourront se tourner vers elle ou vers moi. On partagera avec vous toutes les innovations qui sont dans les labos d'Alter Equity. Je vais passer la parole maintenant à Roberta. Roberta, pour une scène pan-européenne, can you share with us what you see among your 300 members in philanthropy? And je vais essayer de faire le passeur, mais ça sera en anglais. Hello. Ok, je m'excuse pour mon français, que c'est pas assez bon pour parler aujourd'hui. So, j'espère que vous comprenez. Autrefois, Pierre va traduire quelque chose. So my name is Roberta Bosurge and I lead EVPA. The EVPA is the network of investors for impact. Fanny is one of the members. And we're a bit younger than Group SOS. We were born 20 years ago exactly to create this space of combining the purpose with the investing practices and create this, shift this mindset towards risk, impact, and financial return, like Fanny was saying, right? It's not just about the financial return of an investment, but it's the risk-adjusted return according to impact. Nowadays, the market is very different, and from a European perspective, you can't read anything, any paper without impact investing being mentioned. But what is impact investing? There is more and more fragmentation or different definition. So from a European perspective, the way EVPA and the investors for impact look at this space is according to 3 dimensions. One, very important, the intentionality to create impact. So there must be an intent to create a positive social or environmental, an intent that needs to be declared upfront. So not as an afterthought, but upfront. Second, the measurability. So the impact needs to be measurable. Again, a lot of effort is going in finding KPIs, standard, custom, but there needs to be an ability to truly measure and quantify the positive or negative impact that an investment has made. And the third, that is a bit more controversial, is the additionality, meaning what is this investment delivering that would have not been delivered without the investment? And why do I say that is controversial? Is because there is a lot of debate on how can you demonstrate whether an investment is additional or not. In particular, when you start looking at listed assets and stock exchange. So if you are familiar with the impact investment and have heard, for example, the latest numbers on the size of this market, you probably have heard the big number declared by the GIN that is 500 billion in Europe. Now, when EVPA has collected this data through our members, through investor bank, very bottom up, we get to maximum 80 billion. So 80 billion, the market that we in Europe are able to identify as at least intentionable and measurable. And 40% of this 80 billion is also additional. So we have intentionally excluded the indirect investment of listed assets because we could not really assess whether it was intentional impact or not.
Why am I saying this? Not to say, okay, who is a true impact and who is not, because we believe that we need all form of capital to generate impact. But we need to be very precise in what we are talking about in the definitions. Whether we are talking about philanthropic capital that is deployed to build a market, to test a concept, patient capital, so capital that can have return, but is for the long term to build the capacity of the enterprises, or even commercial capital that is needed to scale up a concept once it's been proven. So we know that the world needs every euro, every dollar, because there are huge social and environmental challenges. So we need it all, but we need to be very clear on the impact that the money, the investment is generating, and leverage all the capital, what we call the spectrum of capital, to really shift the system. The topic of this panel is about system change and system shift. The starting point to shift the system is collaboration and is leveraging all the stakeholders and all the actors. Last point is about measurability, right? Why is it important to measure? I will just say, and then we can go. It's fundamental for transparency. It encourages the accountability. You cannot manage what you don't measure, right? So, and accountability also to the people, to civil society, to the society, to the investor. It's very important to avoid the greenwashing and to build trust and credibility. I'll stop here because I don't want to take time at the other, but I think that's, for me, are the key pillars of the subject that we are talking today. Et je voudrais revenir sur son dernier point, sur la mesure. On ne mesure pas pour mesurer. On ne mesure pas pour faire des jolis rapports. On mesure pour décider. On mesure pour faire des changements dans nos pratiques managériales, pour aller plus vite à un impact et un bien positif, ou plus vite pour limiter les externalités négatives. Donc c'est mesurer pour manager et non pas mesurer pour mesurer. Voilà. Et ça, je pense que c'est mieux en plus de le renforcer en français. Merci pour ton témoignage. Je vais laisser la parole à Thierry Do, donc une jeune B Corp. C'est Théo, mon nom. Théo. Une jeune B Corp depuis quelques mois, mais qui par contre fait de l'impact investing comme M. Jourdain sans le savoir depuis des années, que dis-je, plus d'une décennie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre démarche, vos outils de mesure, et puis pour être concret, avant le deal, pendant le deal, puisqu'on parle de New Deal, avant un deal d'investissement, pendant le deal au sens structuring et après le deal, comment est-ce que vos équipes, tes équipes, mesurent l'impact et essayent d'amplifier l'impact des entreprises où vous investissez? Merci et bonjour à tous. Alors, d'abord, le chemin de l'impact, c'est un chemin relativement long, hein, parce qu'on a parlé de mesures, d'intentionnalité et ensuite de résultats. Donc ça demande de se projeter dans le long terme. Alors on a la particularité d'être un investisseur qui investit sur des durées de 25 ans, donc ça oblige parce que l'impact, c'est en effet l'intentionnalité, la mesure, mais ensuite le suivi pour les progrès et en fait le retour que ça fait à la fois que ça donne sur l'organisation et puis la façon même d'investir. Donc d'abord, pour être crédible finalement, même quand on a des outils de mesure, il faut absolument intégrer cette démarche et c'est pour ça qu'on est devenu B Corp et société à mission et qu'on a un comité de mission qui pilote à la fois nos objectifs de mission qui sont nos objectifs d'impact mais qui sont nos objectifs de performance non financière pour nos investisseurs et pour la société. Il faut intégrer le système de mesure et de suivi de l'impact dans l'investissement, mais pleinement, au sens où, pour nous, l'impact, c'est un étage supplémentaire par rapport à une approche assez globale qu'on a de gestion des risques ESG dans un premier étage, l'impact qui comprend à la fois le sujet climat, mais c'est aussi la gestion des risques physiques liés au changement climatique, c'est aussi l'adaptation et la gestion de la transition
face aux risques climatiques. Donc c'est un étage supplémentaire, mais c'est un étage qui est intégré dans une gestion d'actifs plus globale et plus systématique dans la durée, et ça c'est important, parce qu'à la fin, il faut aussi que tout ça soit lié aux rémunérations des membres de l'équipe et aux rémunérations de toutes sortes, c'est-à-dire à la fois dans les salaires, dans les bonus, dans les carides, et la façon de le partager avec les investisseurs est aussi importante. Ça donne de la cohérence et ça donne l'énergie et la direction pour que le système soit soutenable. Alors pour en venir à l'impact directement, on a choisi 5 piliers d'impact. Puis après, on n'est pas boulanger, on fait plutôt des infrastructures, donc la ville durable. Et on a choisi un système de mesure de l'impact, je parlais du carbone après, qui est basé sur les objectifs de développement durable et la contribution à ces objectifs. Et trouver un outil de mesure était très difficile, donc on en a construit un, et ça nous a mis 3 ans à construire cet outil. Donc le premier pilier étant la ville durable, le deuxième étant l'accès à l'énergie propre et durable, et ensuite le climat et le carbone en est un. Et ensuite on a la biodiversité et l'inclusion comme quatrième et cinquième pilier. Alors ces mesures demandent à la fois beaucoup de temps, beaucoup de méthodos. Chaque actif, chaque investissement, c'est 250 points de données. La donnée est importante, la fiabilité de la donnée est importante, et puis ensuite la façon de la traiter et de voir si on atteint ou pas l'objectif qu'on s'est fixé. Alors sur le carbone, on a en effet développé avec Carbone 4 depuis quelques années, donc le fameux outil Chiara qui nous permet de mesurer l'alignement par rapport à la trajectoire des 2 degrés ou des 1,5 degré, et qui montre bien, parce qu'on avait nos fonds initiaux qui étaient plutôt à 2,5 degrés ou 3, et donc qui montre bien l'engagement de l'impact. C'est aussi l'engagement de transformation de ces portefeuilles. Il ne suffit pas de les vendre, parce que ça ne change pas grand-chose à la planète. Mais il faut vraiment s'en occuper et s'occuper de chaque scope, 1, 2, 3, et de pouvoir essayer de les réduire dans la durée pour atteindre ces objectifs. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette cohérence d'un bout à l'autre, à la fois dans le mode opératoire, dans les rémunérations, dans la méthodologie. Il faut des méthodologies... on n'arrive jamais à faire très simple, mais il faut qu'à la fin, ça se traduise. Et puis des objectifs. On s'est fixé là, on est au bout du premier cycle de 3 ans pour lequel on s'était fixé des objectifs d'impact. Et puis, on constate qu'il y a des choses qu'on a beaucoup mieux fait que d'autres. Et puis, faut y retourner. Voilà. Bravo en tout cas pour la démarche. Et à grande échelle, puisque plus de 20 milliards sous gestion. Julien de Normandie. Julien de Normandie, 3 casquettes. La casquette de ministre de l'Agriculture, donc la puissance publique. Que peut faire le secteur public? Puis, chez Sweep, l'entrepreneuriat en tant que Chief Impact Officer. Et enfin, une casquette aussi en parallèle dans un fonds, Raise Capital, Impact. Est-ce qu'il marche? Ça marche. Alors, c'est toujours très, très délicat de parler à la place de quelqu'un qui essaye de parler. Donc je tiens à dire à Sir Ronald Cohen que je suis absolument confus et que je n'y suis absolument pour rien. Mais voilà. Alors, la table ronde qui nous réunit est une table ronde, je ne sais pas si vous avez noté, mais qui a un titre assez complexe. L'investissement à impact pour un changement systémique. À titre personnel, lorsque Jean-Marc Borrello et les équipes du groupe SOS et Impact Tank m'ont proposé d'intervenir sur cette table ronde, je les ai remerciés très très chaleureusement. Et puis ensuite, je me suis dit, que veut dire ce titre? Et en fait, je pense que chaque terme de cette phrase, l'investissement à impact pour un changement systémique, est extrêmement important. Et là, j'ai retrouvé toute la pertinence du groupe SOS et d'Impact Tank à l'évidence. Pourquoi c'est important? Parce que la grande difficulté, c'est que, et Pierre Antienne l'a fait de manière fabuleuse, mais vous avez sur scène uniquement des personnes qui vous expliquent qu'il est possible de faire de grandes choses et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés pour faire de grandes choses.
Moi, je voudrais partager avec vous un constat et je crois 2 clés de réussite. Le constat, c'est qu'en fait, il aurait été encore mieux d'inviter sur scène des personnes qui ne font rien. La réalité, c'est qu'il y aurait eu beaucoup plus de facilité à inviter des personnes qu'à inviter Fanny, Thierry ou moi-même. Je vous donne juste un chiffre qui fait des frissons dans le dos. On parle aujourd'hui de l'investissement à impact, et j'y reviendrai parce que c'est un terme très important. Au moment où je vous parle, ou plutôt il y a un an, un organisme qui s'appelle le CDP, qui est en fait le Carbon Disclosure Project, qui pilote les données carbone, s'est amusé à faire un assessment, une évaluation de tous les assets sous management, et ils ont fait l'évaluation sur 27 000 milliards d'actifs sous gestion sur une base de 100 000 milliards à laquelle ils avaient accès. Et ils se sont posés l'année dernière juste une question: est-ce que ces actifs sous gestion sont en lien avec l'accord de Paris? C'est-à-dire que, par rapport à ce que disait Thierry, c'est vraiment le bas du panier, si je peux dire. C'est le minimum auquel on puisse s'attendre. Sur les 27 000 milliards d'actifs sous gestion, moins de 1% étaient conformes avec les accords de Paris. Et donc, c'est là la force du panel, c'est que vous avez devant vous des personnes qui font partie de ce pourcent, ou en tout cas qui tentent d'aller vers ce pourcent. Et c'est vrai, comme le disait Pierre-Étienne, moi j'ai une triple casquette. J'ai été ministre pendant 5 ans de la ville, du logement, de l'agriculture, de l'alimentation. Et Dieu sait que le sujet de l'impact est au cœur de ces missions de pouvoir public. Je suis aujourd'hui Chief Impact Officer dans une superbe start-up qui s'appelle Sweep, qui aide les entreprises à pouvoir arriver à fixer des trajectoires de réduction de leur empreinte carbone, ou dans biodiversité ou en ESG, et de le faire de manière totalement auditable grâce à la donnée. Et je suis senior advisor dans un fonds d'investissement, un fonds pionnier avec ceux présents ici, dans justement l'impact, avec des fonds dédiés à cela sur le financement engagé, qui s'appelle RAISE. Au titre de ces 3 casquettes, je pourrais vous dire, on fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il est possible de faire plein de choses. Et les histoires qui vous ont été contées montrent qu'il est possible de faire plein de choses. Et pour autant, moins de 1% des actifs sous gestion sont conformes avec l'accord de Paris. Et donc, fondamentalement, la question, parce qu'ici, dans la salle, on va tous être convaincus. Donc, au lieu de faire le Rotary Club des gens convaincus par l'impact, la vraie question, c'est de se dire comment on fait pour bouger les choses. Et c'est vachement dur, objectivement. Et pour ça, je pense qu'il faut appeler les grands auteurs, et je voudrais vous citer 2 grands auteurs. Le premier, c'est l'abbé Pierre, qui est très connu d'ailleurs dans les lieux de l'Assemblée nationale, parce qu'il a fait de nombreuses prises de parole dans l'Assemblée nationale. Et le deuxième est beaucoup moins connu, en tout cas dans les murs de cette Assemblée, j'en suis sûr, c'est Robert Heinlein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez le temps de la première citation pour trouver la deuxième. L'abbé Pierre. Pourquoi je voudrais citer l'abbé Pierre? Parce que l'abbé Pierre disait cette phrase absolument magnifique: la responsabilité impose 2 actes. Vouloir savoir et oser dire. Vouloir savoir et oser dire. Et il le reliait à cette question de la responsabilité, c'est-à-dire à cette question de l'impact. Et pourquoi c'est essentiel d'avoir ça en tête? Parce que moi, je suis absolument persuadé que si on veut un investissement à impact, ce qu'il faut absolument, c'est cette transparence. Vouloir savoir et oser dire. Et pourquoi ça tombe bien? Parce que quand vous prenez, et plusieurs l'ont mentionné, toute cette architecture européenne de la régulation, je prends mon ancienne casquette de ministre, je peux vous dire que cette architecture européenne de la régulation, elle est fondée sur une chose, la transparence. En France, c'est ce qu'on appelait les DPEF, au niveau européen, c'est des sigles absolument atroces, la CSRD, SFDR, la taxonomie, j'en passe et des meilleurs, mais à chaque fois fondée sur une chose, la transparence. Vouloir savoir et oser dire. Et cette transparence, je pense que si on veut faire bouger les lignes, il faut qu'on l'ait chevillée au corps. Tout engagement qui résulte, comme on dit en anglais, d'une black box, c'est-à-dire, ouais, c'est à peu près ça, j'ai envoyé des chiffres, on m'a renvoyé des chiffres, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi je considère que tout cela ne vaut pas, c'est la transparence qui va pouvoir permettre de faire bouger les lignes. Et le deuxième auteur, Robert Heinlein, c'est un romancier américain du début du XXe siècle. Et il a une phrase qui, pour moi,
est l'alpha et l'oméga de tout ce qui est en train de se passer. Et cette phrase, elle paraît très simple, mais pour moi, elle est essentielle. C'est la suivante. La responsabilité, donc la même que celle dont parle l'abbé Pierre, vouloir savoir et oser dire, la responsabilité, elle ne se partage pas. Et je pense que c'est ça qui est à l'œuvre du changement systémique. C'est de reconnaître que la responsabilité, elle ne se partage pas. Et on le sait bien dans nos sociétés, on est des fans, vous savez, de cette théorie du mistigris. J'ai un truc qui me tombe dessus, j'ai une mistigris sur l'épaule, je le passe à mon voisin. On le connaît partout. La responsabilité, elle ne se partage pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends ma casquette de régulateur, ancien ministre, tout le cadre de régulation doit reposer sur une responsabilité du régulateur qui fixe un cadre, qui fixe une cible et qui dit « je ne lâcherai rien ». Objectivement, ceux qui doivent se conformer à la réglementation européenne aujourd'hui savent bien que c'est véritablement la ligne qui est prise au regard de la complexité de cette réglementation, si nous n'avions besoin que d'une preuve pour le dire. Après, il y a une deuxième responsabilité, c'est celle des fonds d'investissement. Je prends ma casquette de fonds engagés en tant que senior advisor chez Raise. Un fonds d'investissement, il y a des très belles histoires et des personnes qui le font. Chez Raise, égalité femmes-hommes, lancement de fonds impact depuis beaucoup de temps. Chez Alter Equity, chez Meridiam, pareil, Meridiam est une entreprise à mission, comme Raise est une entreprise à mission dans sa société de gestion. La grande difficulté, c'est comment vous faites pour mesurer l'impact de la même manière entre les différentes sociétés de gestion et entre les différentes structures. Dès lors que vous ne savez pas mesurer l'impact, la définition même de l'impact, et Pierre-Étienne l'a dit, tel un aveu de faiblesse, l'impact aujourd'hui dans l'investissement n'est pas défini. Ce qu'on sait, c'est la définition d'un fonds à impact, ce qui est très différent d'un fonds à impact avec les 3 critères que disait Fanny tout à l'heure. Mais si moi j'ai un fonds à impact, et 99% du reste de mon activité n'est pas du tout fonds à impact, je suis quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la responsabilité ne se partage pas. Pour la réglementation, je vous en ai parlé, pour les fonds d'investissement, c'est absolument essentiel de se mettre bien d'accord sur ces critères. Enfin, pour les entreprises. Chez Sweep, je vous le disais, nous, on est des acteurs du changement des autres entreprises. Entreprises à mission, Big Corp. On a une conviction, c'est grâce à la donnée, on peut faire changer les gens. Transparence, un mix entre Heinlein et l'abbé Pierre, si vous préférez. Sauf que, face à ça, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous, en tant qu'entreprise, d'abord, donner l'exemple. Mais deuxièmement, permettre aux entreprises de créer cet effet systémique. Et pourquoi je suis persuadé que ça viendra de là? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au-delà de la réglementation? Le principal facteur qui fait le changement dans les entreprises, ça n'est en fait pas la réglementation, contrairement à ce qu'on pense. C'est d'abord les fonds d'investissement, parce qu'une entreprise est, somme toute, un peu comme un concitoyen. La personne à qui elle parle de la manière la plus gentille, ça reste quand même son banquier. Après ses beaux-parents, c'est quand même son banquier. Et donc, quand vous parlez à votre banquier, vous lui parlez de manière très gentille. Donc, quand vous êtes une entreprise et que vous devez lever des fonds, vous parlez très gentiment à vos fonds d'investissement, qui, eux, parlent très gentiment à ceux qui les financent, les fameux LPs. Et donc, ceux qui font bouger, c'est quand même tous ceux qui ont la casquette d'investissement. Le jour où l'investissement dit « ça suffit, c'est pas possible d'être aussi en retard », vraiment on bouge les lignes comme on le fait ici, à ce moment-là, je peux vous dire que l'effet radical, comme on le cherche, il apparaît tout de suite. Mais le deuxième effet, c'est les grands donneurs d'ordre. Si moi, je fais des achats à d'autres entreprises, et si j'impose dans ces achats d'avoir un critère carbone, chose qui n'existe pas encore, c'est comme ça ce dont on parle, hein. Ça n'existe pas encore. Si moi j'impose, parce que je suis un grand donneur d'ordre, le groupe SOS, si demain le groupe SOS, ou encore plus grand, une immense entreprise qui fait de l'énergie, du transport ou n'importe quoi, dit tous mes achats, je vais maintenant les cartographier et les ranker en fonction du carbone. Je peux vous dire que du jour au lendemain, tout change dans la chaîne de suppliers, tout. Et c'est là où vous retrouvez votre changement systémique. Alors la seule difficulté avec cette phrase, la responsabilité ne se partage pas, d'Heinlein, c'est qu'il est connu comme étant un romancier américain du XXe siècle, mais il est considéré comme étant le père de la science-fiction. Et donc, faisons en sorte que jamais ce caractère de science-fiction ne finisse par réussir, mais bien au contraire, que ce soit la réalité dans laquelle on est plongé qui marche. Merci beaucoup. Alors, c'était inspirant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ESG,
est en train de passer obligatoire. Et c'est le marchepied pour l'impact. Donc la généralisation de l'impact est en marche et les 1% seront bientôt bien plus. Donc je vais céder la parole à Alex, puisque sur ces questions de donner le désir avec le truchement et le levier de la réglementation, je crois que c'est un sujet sur lequel tu as un peu réfléchi. Je partage le propos de Julien. Si on veut que ce soit systémique, ça doit être l'affaire de tous. Et c'est vrai qu'ici, on réunit un petit club privé de l'impact investing. Et il y avait un chiffre qui est paru le mois dernier dont tout le monde se vantait, à vrai dire, qui était que pour la première fois en matière d'énergie, on avait investi plus dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles, le seuil de 1,1 trillion. Et en réalité, il y a quelque chose d'un peu dérangeant, c'est qu'on continue à considérer deux clubs distincts. Et quand tu parles du désir, je pense que tu fais référence à la citation de Saint-Exupéry qui est que si tu veux construire un bateau, inspire le désir de la mer plutôt que de donner des consignes pour fabriquer des clous, des voiles et tout. Mais ça ferait de moi le Jean-Michel métaphore de la journée, donc on ne va pas forcément le pousser. Mais en fait, ce désir de la mer, si on veut vraiment changer les choses, il doit s'emparer de la totalité du territoire et pas que de la petite partie sociale, solidaire, écologique du territoire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint ce que tu disais sur les pouvoirs publics et la régulation. Nous, à notre petite échelle, en tant qu'entrepreneurs sociaux, on est une grosse entreprise sociale, le groupe SES, on classe nos fournisseurs en fonction de leur empreinte écologique. Ensuite, à l'échelle, en tant qu'investisseur à impact, on impose des critères et on essaie d'avoir un impact sur d'autres que nous-mêmes. Mais beaucoup ne mesurent pas leur impact. Et en fait, tous les jours, il y a des exemples qui illustrent cette espèce de bagarre de taxonomie qui existe, puisque chacun a ses propres taxonomies, ou chacun adopte une autre chapelle. Et souvent, on se bagarre entre ceux qui essaient un petit peu de faire le bien, de mesurer son impact social et environnemental, et puis de l'améliorer. Mais en réalité, il y a un angle mort énorme. L'angle mort, c'est tout l'impact qu'on ne mesure pas. Et j'ai même envie de dire, dans les fonds à impact, on met en avant des critères, des taxonomies, des centaines d'indicateurs, mais ça ne mesure pas toujours des impacts un peu négatifs. Et donc, tous les jours, il y a des exemples qui sortent et qui nous rappellent, tiens, est-ce que telle entreprise a vraiment vocation à figurer dans une liste ESG ? Eh bien, sans doute, oui, pour les critères ABCDE, mais il y aura évidemment des militants pour expliquer que non sur les critères FGEH. Est-ce que Tesla en fait partie ? Est-ce que Exxon en fait partie ? Quand la guerre a éclaté en Ukraine, je crois que le lendemain, des analyses de Citigroup publiaient qu'il fallait impérativement mettre les équipements militaires dans les catégories ESG, et ils avaient des bonnes raisons de le défendre, et puis les opposants aussi. Sur le nucléaire, je pense que tout le monde ne s'est pas forcément mis d'accord. Sur l'intelligence artificielle, elle peut résoudre beaucoup de maux du monde et en même temps représenter une menace gigantesque. Et quand Free fait des forfaits à 2 €, on peut critiquer ses pratiques RH et on peut aussi considérer que peut-être cette entreprise privée a ouvert l'accès à la communication. Et donc, il y a tout un tas d'angles morts qui ne sont pas forcément mesurés, mais où je pense que plutôt que de renoncer et de considérer que parce qu'on n'aura jamais une carte suffisamment précise sur le territoire et qu'il y a des abus, il y a des critiques, on met tout à la poubelle, au contraire, il faut balancer encore plus de tentatives de mesurer l'impact et de taxonomies différentes. Et là où la régulation a sa part à jouer, c'est que ce n'est pas simplement aux acteurs de l'impact investing qu'incombe d'insuffler le changement systémique. C'est aussi la question des pouvoirs publics. Et d'une certaine manière, on parle de taxonomies qui sont plutôt récentes, qui ont, je sais pas, une vingtaine d'années, 15 ans. En réalité, il y a un siècle, Pigou parlait déjà du principe de pollueur-payeur. On prélevait des taxes chez ceux qui polluent, on les redistribuait pour créer une incentive pour ceux qui internalisaient les externalités. Et donc, il y a toujours eu, entre guillemets, le besoin pour la puissance publique de créer des incentives pour que des fonds, pour que des entreprises aient un comportement qui permette d'internaliser les externalités. Et donc, pas uniquement ceux qui s'autoproclament à impact ou sociaux et solidaires, mais aussi ceux qui ne le mesurent et ne le regardent même pas. Alors, moi, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ce que disait Julien ou ce que disait mon voisin. Je sais que ce n'est pas le job d'un modérateur, mais tant pis. Je suis un modérateur immodéré.
Première chose, en fait, il n'y a pas un club, il y a des cercles concentriques. Il y a les fonds impact B Corp, il y a moins de 6000 B Corp, moins de 7000 B Corp, et j'en ai un à ma table. Deuxièmement, il y a les impact pas B Corp. Ensuite, il y a tous les articles 8 si on reste dans le monde des fonds, c'est-à-dire dans le monde des entreprises, celles qui essaient de faire bien, mais qui ne sont peut-être pas certifiées ou pas encore entreprises à mission, mais l'outil n'existe que depuis 3 ans. La loi PAC, ça n'a que 3 ans. Donc laissez-leur un petit peu de temps pour s'en saisir. Le nombre d'entreprises du CAC 40 qui a une raison d'être, c'est plus de 60%, plus de 70%. La loi a 3 ans. Donc la révolution systémique, elle est en marche. On a quitté le club. Il y a un club et il y a un deuxième club beaucoup plus large qui a déjà 50% de la population, avec l'aiguillon du réglementation, l'aiguillon des citoyens, l'aiguillon des grandes entreprises qui doivent maintenant, jusqu'à 250 salariés, donc grandes, toutes les entreprises moins les petites, d'accord ? Toutes les entreprises moins les petites, doivent avoir un rapport extra-financier maintenant. Et devinez quoi ? Elles ont des sous-traitants qui sont plus petits que 250, donc elles vont devoir, pour mesurer leur scope 3, exiger des plus petites, qui ne sont théoriquement pas soumises, elles vont devoir les inviter dans le club. Donc le club des 1%, je ne suis pas d'accord. C'est un club beaucoup plus large. Mais avant de penser matérialité, de donner une définition, encore fallait-il conceptualiser tous ces outils. Maintenant, les outils sont conceptualisés, ils sont progressivement en train de devenir obligatoires, et le club est en train de s'élargir de façon phénoménale par cercle concentrique. Et on n'est pas obligé d'être d'accord. Fanny, tu voulais prendre la parole. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que, par exemple, la question de savoir si B Corp est un outil de référence que nous devons tous utiliser, je pense que monsieur, vous serez peut-être, en tout cas partiellement d'accord avec moi. B Corp, c'est un outil américain, premièrement, donc il ne reflète pas toujours nos valeurs. Deuxièmement, B Corp, à l'échelle d'une petite entreprise et d'une société de gestion de fonds, ça n'a strictement aucun intérêt à part de la communication. Donc ne nous dites pas que B Corp forme une différence entre les fonds et entre les acteurs, parce qu'en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Par contre, ce qui a été dit sur la question de la mesure et du fait de disposer d'outils collectivement admis pour mesurer, ça c'est absolument clé, et c'est pour ça qu'on a voulu créer un outil qui pourrait être collectivement partagé et qui aille au-delà de celui qui existe aujourd'hui, qui est du bilan carbone, pour emporter toute la dimension environnementale. Et en plus de ça, chez Alter Equity, on a développé un paramètre sociétal et un baromètre social qu'on a vocation également à partager. Donc je crois que c'est ça l'enjeu, c'est pas d'être B Corp, hein, et j'espère qu'on pourra développer une méthodologie européenne, c'est d'avoir un référentiel communément admis, dont les méthodologies d'application sont partagées, de sorte qu'ils puissent être adoptés par toutes et tous. Et ce que je voulais dire pour rebondir sur ton commentaire, Julien, c'est que le changement systémique, c'est même pas nous les fonds à impact, c'est vous. C'est le consommateur, c'est le salarié, c'est le fait d'acheter des produits responsables, c'est le fait d'aller voir son banquier, d'exiger d'avoir des produits d'épargne responsables, par exemple chez BNP Paribas, qui fait beaucoup de choses extraordinaires et qui est bien représenté aujourd'hui ici, en matière d'impact. Et puis, c'est en tant que salarié d'exiger de son entreprise qu'elle change vers plus de responsabilité, à la fois dans ses activités, dans ses pratiques de gestion. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est ce qui fait que les entreprises sont en train de changer. La régulation y aide évidemment énormément, mais je crois que c'est cette double exigence de la régulation d'une part, de l'attente des consommateurs et des salariés d'autre part, et puis une pédagogie de notre part à nous, de votre part à vous. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez tous ces sujets pour expliquer la gravité des dérèglements sociaux, la gravité des dérèglements environnementaux, le fait que ça conduit collectivement à des mouvements politiques qui ne sont pas des mouvements démocratiques et qui sont dans la durée, pas ceux qui vont permettre l'intégration sociale et les solutions au dérèglement climatique. Donc il y a vraiment des cercles vertueux d'un côté ou vicieux de l'autre, mais dont on est tous acteurs dans notre quotidien, de façon assez puissante en fait. Thierry Déaut, puis Julien. Moi, je voudrais revenir sur le sujet systémique parce que je pense qu'il est important et que cette transformation est importante. Alors, d'abord, peut-être pour répondre aux commentaires qui étaient faits, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de trop dans la raquette, parce que la réglementation, quand même, il y a du DNSH. Le Do No Significant Harm, ça veut quand même dire qu'on essaye de ne pas avoir, de ne pas dire j'ai un impact super positif et en même temps, de l'autre côté, en avoir un très négatif. Donc, la réglementation pousse vers ça. Après, l'enjeu, c'est quand même de faire de l'impact quelque chose de mainstream. Alors, tant qu'on veut le mettre dans un sujet uniquement ESS,
parce que c'est un peu ça, hein. Et qu'on ne veut que l'impact ne soit que social ou environnemental, alors qu'il peut être beaucoup plus large que ça. Là, on va le garder dans le club. Et donc, il s'agit aujourd'hui quand même d'aller auprès de toutes les entreprises, de tous les acteurs, et de les convaincre que prendre cette démarche finalement systémique de l'impact, ça leur apporte quelque chose. Alors souvent, ça leur apporte quoi ? Si on prend le sujet du climat, la plupart des entreprises ou des investisseurs oublient que quelque part, il y a des risques liés au climat. On parle toujours émissions carbone, mais on ne pense pas aux risques physiques. Vous savez, votre métro qui peut être inondé à la prochaine inondation parce qu'on n'a pas fait les travaux sur les digues qu'il faut sur la Seine. Enfin, c'est pas tout de suite, j'exagère. A plus d'impact dans le futur. Et quelque part, la démarche de l'impact dans la durée en pensant aussi aux risques, c'est quelque chose qui parle aux investisseurs et aux entreprises parce que ça va leur coûter. En tout cas, ça parle aux assureurs parce que ça leur coûte dans la durée, les risques climatiques, et de plus en plus. Et donc, à un moment donné, il faut c'est difficile à dire, mais il faut sortir de l'intention vertueuse et aller de façon pragmatique, si on veut rendre les choses systémiques, à ça sert à quoi, ça vous protège en quoi, et qu'est-ce que ça vous rapporte d'avoir une performance non financière vis-à-vis de vos actionnaires, vos parties prenantes et vos investisseurs. Julien, on me dit qu'il faut qu'on aille vers la fin, mais je te laisse très rapidement. Un mot de conclusion. Très rapidement, et en saluant Patrick de Cambourg qui va pouvoir détailler beaucoup de choses. Mais d'abord, la première chose, mon message il est clair, c'est que comme dans tout secteur, il y a des visionnaires. Et vous faites partie de ces visionnaires. C'est précisément pour ça que vous êtes là. Les personnes qui sont à cette estrade font partie des visionnaires. C'est pour ça qu'ils ont été invités. Mais ne minimisons pas le fait que ces visionnaires représentent une toute petite partie, mais vraiment une toute petite partie de l'écosystème. Alors c'est super, on peut s'envoyer des fleurs mutuellement, mais en fait, notre boulot, c'est de faire en sorte comment fait-on bouger ceux qui ne le sont pas. Premier point. Deuxième point, cela sera un mix avec la réglementation, mais objectivement, la réglementation, et je bats ma coupe, j'y ai participé, elle est aujourd'hui hyper complexe pour les gens qui la mettent en œuvre. Hyper complexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, nous, développé des outils comme Sweep, chez qui je travaille aujourd'hui, pour rendre simple des sujets complexes pour les entreprises. Deuxièmement, le rôle des investisseurs, comme chez Meridiam, Alter Equity ou chez Raise, le rôle des investisseurs, c'est, je le redis, d'assumer ses responsabilités. J'en suis persuadé. Si on n'assume pas les responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'investisseurs, sans attendre ce que nous dit le LPs, sans attendre ce que va nous dire telle et telle personne qui viennent financer en fonds de fonds nos fonds, c'est d'assumer nos responsabilités. Pour ça, on a besoin d'un cadre hyper clair, d'où la présence de Patrick de Cambourg et sa prise de parole, pour être sûr que ce cadre il soit le plus stable possible pour tout le monde. Enfin, les entreprises, pareil, même responsabilité. Juste pour terminer, parce qu'en plus, on est dans la maison du peuple. Je pense que ce qu'a dit Fanny est absolument le cœur du sujet. C'est qu'à la fin des fins, on peut se dire la réglementation, le banquier, l'entreprise en tant qu'acheteur vont faire bouger les choses. À la fin des fins, celui qui reste le donneur d'ordre, c'est le citoyen. Dans le monde agricole, on a coutume de dire qu'on vote 3 fois par jour, au petit-déj, au déj et au dîner, en fonction de ce que vous choisissez à mettre dans votre assiette. Eh bien, ce sont les citoyens qui doivent être à l'œuvre aussi de ce changement systémique. Et en tout cas, il faut les accompagner de manière très sociale, mais il faut les accompagner. Merci Julien, bravo. Je vous demande d'applaudir tous les membres du panel. J'espère que cette conférence aura eu l'impact que vous souhaitiez. La file de 3000 personnes devant l'Assemblée nationale nous montre que ça a de l'impact. Et soyez vecteurs d'impact, vous l'avez compris. Et sur ce, j'appelle sur scène Patrick de Cambourg et Philippe de Mirova.